bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec mon grand ami de 2 mètres qui a joué à Metro Racing et plein d'autres clubs aussi. C'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo. Salut TK, l'américain de ce groupe d'amis qui sont réunis, mais aujourd'hui on n'est que 2 à être réunis parce que on pense fort à notre ami Charlie qui est sur la route du retour depuis la bowl où il a été défendre les couleurs de l'ACBB. Donc c'est ça aussi le pack des potes, c'est penser aux potes qui sont encore sur le pré pendant que nous on est au micro. Oui, maintenant on est derrière nos micros, comme ça c'est mieux pour nos genoux, je pense. Oui, c'est beaucoup plus prudent, oui, tout à fait. Allez, je suis content parce que quand même on a eu un petit mot de Charlie, le voilà. Salut le pack de potes. Mon petit ticket, mon petit Théo, je suis désolé, je suis pas avec vous ce soir. Je suis dans un train de retour. On revient de la bowl avec mon équipe de la CBB. Et ma foi, bon, la B a gagné, la une a eu du mal, mais ça s'est très bien passé. On a passé une super après-midi et je ne peux pas être avec vous pour déprimer. Je ne peux pas être avec vous pour parler de ce match formidable, France-Galles qu'on a vu, et cette super victoire de la France, mais je suis avec vous de tout cœur, et ma foi, le rugby il n'est pas que dans l'international, il est aussi dans l'amateur, et je suis en plein dans l'amateur, mais je pense fort à vous, et je suis très triste de ne pas être avec vous ce soir. Je vous embrasse très 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 fort, et je vous retrouve vite dans le pack de potes. Merci beaucoup, ciao, bisous les amis. Pack de potes, terrain 10. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, peut-être vous avez vu sur Instagram qu'il y avait un membre de notre pack de potes qui était là pour ce Pays de Galles France. Donc Alban était là, donc vraiment c'était un moment super chouette. Elle nous a animé nos stories sur Instagram, donc allez la voir là-bas. Et en plus, elle va nous faire une petite surprise pour la semaine prochaine, notre cher Alban. Donc suivez-nous sur Instagram et suivez nos stories parce qu'il y aura une petite surprise très bientôt. Oui, et puis en parlant des réseaux sociaux, on a eu un message vraiment super sympa d'un de nos écouteurs, n'est-ce pas Thierry? Donc Oui. on veut le saluer, Adrien, qui était pas tout à fait d'accord avec mon petit coup de gueule sur la règle de la carence, parce que moi j'avais trouvé ça tellement malheureux pour les Italiens qui se retrouvent à 13 dans ce match que j'avais un petit peu peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc Adrien, je pense que tu as tout à fait raison, cette règle elle est utile, mais ça fait partie, c'est comme plein de règles en fait, on aime qu'elles soient édictées pour des situations qui n'arrivent jamais. Voilà. Donc, c'est le cœur qui a parlé parce qu'on avait pitié des Italiens, mais je pense qu'effectivement, cette règle qui, au départ, est faite pour la sécurité des joueurs, elle est sans doute bonne. Donc, merci de nous avoir fait part de ta remarque et puis de la gentillesse de tes propos, Adrien, parce que tu as parlé de notre ton qui est irremplaçable et que tu revis les matchs et les émotions vécues pendant les matchs avec nous. Ben, c'est tout le mal qu'on souhaite à tous nos écouteurs. Voilà. Merci à Adrien. Allez, on va parler un peu de French rugby, mon ami. Ben, on est là quand même pour ça, hein. Faut pas non plus déconner. Let's go! Allez, ce France-Pays de Galles, si vous vous souvenez de l'année dernière, c'était un match de fou qui était gagné par les Français aux dernières minutes en extremis. Et cette année, bon, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose? De retour sur le terrain, notre équipe qu'on connaît bien maintenant, de retour de Villiers, donc ça me fait plaisir, mais c'est notre Penaud qui n'est pas là. Il y a Moïse Fena qui glisse du centre vers l'aile pour le couvrir et il y a Dante qui revient au centre. Sinon, pas beaucoup de changements à ce niveau-là pour côté français, il me semble. Côté gallois, il y a quand même pas mal d'inconnus pour moi, pour être clair. Il n'y a pas d'Alwyn Jones. On le reverra peut-être la semaine prochaine. Mais retour de Nivadi et Falo Tupo aussi en troisième ligne. Bigard est là comme en 10, comme d'habitude, avec les 11 et 14 qui sont vraiment pas mal, Josh Adams et Cuthbert. Mais le jeune Rhys Zamet, lui, il est sur le banc. Sinon, moins de Davis, Jones et Williams que d'habitude. Oh, il y en a quand même, hein, du Davis. Enfin, il y en a au moins un, et il y a au moins un Thomas également. Mais c'est vrai que il y a toujours un Williams chez les Gallois. Ça, c'est tout à fait indémodable. Et nous, le retour de Gabin Villiers, qui était la bonne nouvelle du jour, on avait eu peur que son absence dure un petit peu plus longtemps parce qu'on nous avait parlé de fracture du sinus. Donc, je connaissais pas cette blessure. Hein. Alors, visiblement, ça dure qu'une semaine de se guérir d'une fracture du sinus. Et ben, tant mieux pour les Bleus. Voilà.
Ouais, c'est pas un truc que je veux tenter non plus. Non. Ça a l'air pas drôle. Allez, ce match, ça démarre avec un challenge physique par la France. Dupont a fait un petit percé, suivi par William C, qui était très très bon dans ce match. Pénalité pour la France, 3-0 à 2 minutes. Obstruction, dit l'arbitre, 3-3 à 4 minutes. Match un peu en slow motion, j'ai trouvé, jusqu'à la relance de Jaminet pour Villiers, qui a un peu de champ libre, mais il loupe une opportunité de passer pour Dupont. Pas grave, car quelques actions plus tard, c'est Jaminet qui offre un très joli essai à Jelanche. 10-3 pour nous et coup dur pour les Rouges qui perdent un de leurs Williams avec une commotion assez sévère. Beaucoup de coups de pied dans ce match, les mêlées sont stables, Villiers fait un joli percé, passe à Moefana vers Jaminet, mais ça ne paye pas. Vite fait, les Rouges nous collent au score avec un pénalité 10-6. On est chez eux avec les gros qui avancent, mais en avant. D'un coup, ils sont chez nous avec un grand chandelle dans notre but, mais on échappe. Et on gagne à mêlée, mais on perd de touche. Petit enfant rouge, Cuthbert nous fait peur. L'attaque des deux équipes n'est pas vraiment spectaculaire. Match assez haché avec pas mal de fautes de main. Marchand nous chope un ballon de notre 22. Environ 35 minutes. On est là pour 5 minutes de open play, mais bizarre. Les ballons sont souvent par terre, des coups de pied sont contrés et on est à la fois dangereux et fébrile en même temps. Tout ça, c'est fini par un 50-22 de Bigard qui nous mit sous pression. On donne un pénalité et 3 points au rouge. 10-9 pour ce mi-temps qui finit par un drop raté de Jaminet. On est en tête, mais ce match n'est pas gagné. 10-9, c'est un score on peut pas faire plus serré, à part 10-10, quoi, on va dire. Mais on avait pourtant l'impression d'avoir plutôt dominé cette mi-temps. Donc je trouve que les Gallois s'en sortent bien d'être à juste -1 à la mi-temps. Ils s'en sortent bien notamment parce qu'ils ont un joueur quand même assez extraordinaire, en la personne de Dan Bigard, qui fait un très gros match, une très belle mi-temps. Il met quand même 2,50-22 dans la mi-temps et il a eu un jeu au pied chirurgical. Ils ont été chercher Jaminet, qui avait eu un petit peu de mal sur les ballons hauts contre les Irlandais. Et donc, ils l'ont vraiment cherché à le faire douter et il a très bien répondu. Après, on marque dans cette mi-temps un essai qui est quand même de toute beauté, qui arrive tôt dans le match, qui fait beaucoup de bien et qui a un petit peu planté le décor quand même de l'équipe qui allait faire la course en tête, ce qui a été le cas. Et au rugby, faire la course en tête, c'est quand même toujours un avantage, d'où l'importance de ces très belles entames que font les Bleus. Cet essai, il est superbe, hein, ça part de Jelanche, ça revient, et c'est lui qui marque à la fin. Dedans, t'as Villiers qui fait une belle avancée, qui ensuite fait le relais en numéro 9. Ensuite, t'as une passe au cordeau de Ntamak, qui est quand même assez risqué, hein, parce que c'est des passes à interception possible. Donc c'est un essai qui est plein de panache et plein de talent, et qui est superbe parce qu'il y a quand même beaucoup de temps de jeu pour aller le chercher. On a vu quelques trucs un petit peu inattendus, hein, notamment à la 22e, cette espèce de combinaison au pied qui était vachement osée. Je sais pas si tu as vu, quand les Gallois tapent en l'air tout près de la ligne pour aller juste chercher la balle et tenter de marquer l'essai derrière. C'est rarissime de voir ça à haut niveau parce que c'est quand même se séparer du ballon dans une zone de marque où en général en pilonnant, soit on va obtenir la faute, soit on va marquer. Donc c'est assez inattendu. Je pense que c'était culotté. Ils n'ont pas été récompensés là-dessus. Et puis on a eu une mi-temps avec quand même déjà une performance défensive de très haut vol et un impact de plusieurs joueurs comme Willem C, comme Marchand, dans les rucks, sur les grattages, qui ont été vraiment extrêmement précieux. On tourne à 19, mais pour moi, à la mi-temps, on se dit, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment perdre. C'est marrant, hein, mais j'étais pas stressé. Le score était serré, mais j'étais pas stressé. Ouais, j'avais pas forcément le même sentiment. Moi, j'ai voulu un essai de plus, hein, pour être honnête, pour être un peu plus au calme. Là, deuxième mi-temps, ça commence. Bonjour Oas qui revient, donc ça fait plaisir. Nos Bleus font un mur avec un plaquage à 2 avec William C et Dante. C'était quand même assez sympa. Hein. Dante il qui a fait énorme, celui-là. Ah ouais, franchement, énorme. À 43e, il fait très très mal au mental des Gallois, je pense. Je savais que tu allais être content parce qu'il fait un bon travail de deuxième ligne avec des plaquages, des soutiens, des grattages et tout ça. C'est nous qui avons le ballon et vite fait, on obtient un pénalité, donc 13-9. Alors, en fait, le score, il va pas bouger après pendant des 35 minutes, mais il y a quand même de beaux rugby. Le 8 gallois, il pèse lourd. Peine touche pour eux et molle, mais ils n'arrivent pas à aplatir. Ils sont sur notre 22 et puis nous, on est chez eux. On joue beaucoup dans le milieu de terrain. Ça chante bien à Cardiff quand même. Notre défense fait reculer les rouges, mais des erreurs français nous aident pas.
62 minutes, les Rouges se montrent hyper dangereux avec un 2 contre 1, mais le centre gallois n'arrive pas à capturer le ballon et Dupont nous sauve un essai. 2 fois de plus, ils vont nous faire peur. Et voilà, il y a le jeune Rhys-Zamed qui entre et le jeune Flamand qui entre pour nous. On pousse dans le camp gallois, assez pour Ntamak de tenter un drop, pourquoi pas, mais c'est loupé, just outside. Flamand fait une bêtise qui aurait pu être un jaune à mon avis. Notre défense nous sauve, il n'arrive pas à gagner à mettre les Rouges. 70 minutes encore de pénalité, j'ai pas compris, soit c'est une pénalité à 50 mètres ou c'est un scrum à 22, un peu bizarre pour moi. Bye bye Dupont, hello Jason Statham, Mr. Lecou. On est vraiment sous pression, mais heureusement, Ntamak fait une interception sur nos 10 mètres. 75 minutes à l'heure rouge, mais c'est encore Danty qui fait son impression de Bastero et il gratte un ballon très très important. Stressant ce match quand même. Jaminet loupe une pénalité de presque 50 mètres. On va le pardonner, je pense. 2 minutes à jouer et on tape encore le ballon. On sait pas faire des pick and go, c'est bizarre. Rhys-Zamed, of course, il court vite. On donne une pénalité. On a encore un moyen de perdre ce match. Mais Movaka nous gratte un ballon. Je lance le bot en touche et ouf, je respire encore. C'est vrai que cette fin de mi-temps que tu racontes là, à la 73e, l'interception de Ntamak qui fait un bien fou sur une ligne qui s'approchait quand même dangereusement de notre camp. Le grattage de Danty à la 75e qui est ultra précieux, et c'est un moment où Danty avait l'air quand même fatigué depuis 10 minutes, on le voyait un peu traîner la patte, et voilà, l'intelligence aussi du positionnement, d'aller se mettre au bon endroit, faire le bon grattage sans faire faute, et le grattage de Movaka qui nous a rappelé aussi ses prestations contre les Blacks, une ou deux fois il a été dans ses positions caractéristiques également à l'arrière du maul avec le ballon sur les hanches, mais c'est vraiment une mi-temps purement défensive, quoi. C'est-à-dire que 3-0 à la fin, puisque on tourne à 10-9 et on gagne 13-9, donc 3 points de marqués sur cette mi-temps. C'est quand même rare dans les matchs de haut niveau entre grandes équipes qu'il y ait aussi peu de points. Donc c'était place à la défense. Je pense que on voit aussi là toute l'étendue du travail qui a été fait avec Sean Edwards, qui est le coach de la défense des Français, et avec une ligne de défense complètement intraitable, extrêmement peu de plaquages ratés et de défaillances individuelles, et surtout une force collective en défense qui a dégoûté les Gallois. C'est-à-dire que là encore, dans cette mi-temps, même quand ils s'approchaient, on avait l'impression qu'ils trouvaient jamais la faille. Ouais. On a vu des montées défensives et des plaquages individuels, et à chaque fois, quand t'en as un qui se trouve, t'as la deuxième lame qui arrive derrière, etc. Je sais plus, à la 55 ou 57e, là, les Gallois ont le ballon sur une séquence défensive des Bleus, ils reculent de 25 mètres. Ouais. C'est improbable. Donc, voilà, c'est le match qu'il ne fallait pas perdre. L'année dernière, on avait aussi une belle équipe qui avait été perdre en Écosse sur la route espérée de son grand chelem. Il faut quand même le rappeler à la fin, sur un scénario extrêmement cruel. Je ne sais pas si nos écouteurs et si toi tu t'en rappelles, mais ils nous avaient fait un petit peu ce qu'on avait fait aux Gallois la semaine d'avant, c'est-à-dire retourner le destin complètement quasiment dans les arrêts de jeu. Donc là, c'était l'archétype du match piège. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait ce qu'on attend. On attend le Grand Chelem, et cerise sur le gâteau, le Grand Chelem, la dernière journée contre les Anglais chez nous. C'est-à-dire les scénarios dont on rêve, le scénario génial. Et qu'est-ce qui pouvait nous arriver ? C'est qu'on se prenne les pieds dans le tapis du Principality Stadium là-bas, et qu'on rentre avec une défaite 14-13 ou une connerie comme ça. Quelle aurait été la saveur du match de la semaine prochaine ? Elle aurait été extrêmement différente. Donc là, moi, je les remercie surtout parce que ils ont monté le théâtre des rêves pour la semaine prochaine, où on va arriver. Ceux qui seront au Stade de France, j'y serai peut-être, je sais pas. J'espère encore, mais qu'on soit devant sa télé ou devant le Stade de France, la semaine prochaine, tous les amoureux de rugby savent que à 21h samedi, c'est plus la peine de nous appeler. Ça va être chaud bouillant et on va être comme des fous, quoi, en fait. Ouais, ça va être magnifique. Oui, c'est vrai. Maintenant, la semaine dernière, je voulais pas parler du Grand Slam, mais là, on peut peut-être en parler un petit peu parce que c'est vraiment sur la table maintenant qu'on a. Là, on est obligé. Là, ouais. Bah, écoute, t'avais parlé d'un mot, c'était que le collectif. Il y avait un moment que j'adore, les petits moments dans un match comme ça. Il y avait, par exemple, un Gallois qui a plaqué Ficou, qui le chambriait un peu par terre et tout ça, qui le poussait, un truc comme ça. Il y a William C qui vient, qui le pousse dans le dos, qui le bien monte avec deux doigts. Il dit non, tu fais pas ça, quoi.
Et j'adore ces petits moments comme ça, tu vois. Donc, yeah, I wouldn't mess with William Say. D'ailleurs, qui parle super bien. Lui et Flamand, tout le monde était étonné sur Twitter. En fait, ils parlent super bien anglais, tous les deux. Bah oui, bien sûr. Alors, pour deux raisons très différentes. Oui, William c'est ça. Say, c'est quand même un Sud-Africain de naissance. Donc, c'est un pays très multilingue, quand même, l'Afrique du Sud. Donc, je pense qu'il a certainement été à l'école en anglais ou quelque chose comme ça. Et Flamand, il a vécu beaucoup en Angleterre. Il a fait ses études aussi un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est un gars qui a une vraie culture internationale, même si je crois qu'il a commencé le rugby en Belgique, ce qui est quand même assez improbable. Mais néanmoins, ce sont des garçons qui ont une culture internationale, qui ont peut-être un peu moins de complexe face aux Britanniques et face aux Anglais. Parce que c'est vrai que souvent les Britanniques et les natives, n'est-ce pas, font exprès de parler à toute vitesse pour qu'on comprenne rien et qu'on se sente con. Et du coup, on se retrouve en infériorité, on se retrouve en infériorité bêtement. Avec des mecs comme ça, c'est pas le cas. On a Greg Aldrit aussi, dont le papa est écossais, je le rappelle, hein, il a commencé le rugby à Auch et tout, c'est quand même un Français, mais Aldrit, c'est quand même pas un prénom gersois, un nom de famille gersois. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument génial dans ce qu'ils ont fait, c'est que dans toutes les épopées, aller gagner un tournoi et a fortiori un grand chelem, ils l'ont pas encore fait, hein, mais pour qu'ils le fassent, dans toutes les épopées, il y a des matchs flamboyants et des matchs un peu durs, un peu ric-rac. Il y a des actions ultra méritées et puis des coups du destin. Ils ont coché la case du match qu'il ne fallait pas perdre, qu'ils ont gagné de peu, sans dévoiler de faiblesses extraordinaires et en montrant aux Anglais, les gars, on doute de rien et la ligne défensive chez nous, c'est du costaud. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Tout le reste est à écrire. En plus, on va avoir le retour de Damien Penaud. C'était génial. Il n'était pas là. Il avait qu'un petit Covid. Il va être en pleine bourre. Il s'est reposé cette semaine. La semaine prochaine, il va leur mettre le feu à la pelouse du Stade de France. Je l'attends là. Damien, va falloir nous faire rêver. Bah ouais, c'est intéressant que tu parles de ça, mais c'est vrai, c'est un match où il n'y avait pas énormément de grandes actions, ni il n'y avait pas un star de ce match, par exemple. Absolument. Et par exemple, l'homme du match, c'était Marchand, qui sortit assez tôt, qui sortit à 50 minutes, quand même. Il a bien fait son taf, je dis pas ça, mais c'est juste qu'il n'y avait pas c'était un travail de collectif. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce match. Et aussi que, heureusement, on n'a pas pris un carton jaune. C'était vraiment très peu. Il y avait un peu, si on avait pris un carton jaune, là, ça, c'était le changement de match, ou s'il y avait Penaud. On a fait mieux que les Anglais, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va parler de ça après. Mais juste un petit mot pour Pays de Galles quand même. Moi, je pense que c'est toi qui as dit il y a très longtemps, c'est les nouveaux aides européens quand même. Pour un petit pays comme ça. Oui, il faut jamais oublier, hein, on l'a déjà dit, mais le Pays de Galles, c'est plus petit que la Bretagne. Hein. Donc voilà, c'est une province du Royaume-Uni et c'est un petit pays avec en plus des gens qui sont bons au foot. Avec des sports celtiques qui occupent quelques athlètes de leur sport, etc., de leur population. Donc, ils ont toujours ce côté petit pousset et cette culture de cette petite province qui est une banlieue de l'Angleterre avec leur proximité de l'océan. Le Principality Stadium, il est posé sur la mer, hein, à Cardiff. Pour ceux qui y ont déjà été, c'est vraiment extraordinaire. On peut quasiment y arriver en bateau quand on arrive d'un autre coin de la ville, etc. Donc, je dirais pas qu'ils sont insulaires comme les Néo-Zélandais, mais presque un peu. Et c'est un petit pays coincé entre pas mal de pays quand même plus grands et on leur rend hommage. On voit quand même qu'ils sont sur une relative fin de cycle, à part Rhys Zammit, le grand champion d'après. Pour l'instant, on l'attend. Voilà. Et heureusement qu'ils ont un Dan Biggar qui a fait encore une très très belle prestation hier et qui tient la boutique au pied. Quel jeu au pied magnifique. Ouais. Il y avait un remplaçant de Bigard que j'avais beaucoup aimé pendant le Coupe du Monde, un Rouge, mais on n'est pas vu depuis longtemps. Bah, malheureusement, encore de mauvaises nouvelles pour eux, pour Pays de Galles, parce qu'ils ont perdu aussi contre les Américaines, l'équipe B des féminines des États-Unis. L'ont battu les Falcons, ça s'appelle. Ils ont battu 31-23. Donc, c'était pas leur week-end, les pauvres. Les Américains ont toujours besoin de faire un petit peu de marketing. Donc, s'il y a une équipe qui arrive, il faut toujours qu'elle ait un nom, il faut qu'on puisse vendre des mugs et des t-shirts. Donc, c'est pas l'équipe B, c'est les Falcons. Si tu vas au match, tu veux le t-shirt, c'est certain. Et moi, est-ce que j'ai pas par hasard le sweatshirt des Cincinnati Bengals? Eh ben si, ben voilà. voilà, c'est de la preuve. Allez, on passe à un autre match. Donc, on passe au samedi après-midi. C'était Italy-Scotland. Il faisait très beau à Rome. Il y a Hamish Watson qui est de retour. Il y a plein de petites questions. Parce que, comme je disais, je suis fan de cette équipe d'Italie. Est-ce qu'on va voir le Michel Lamarou? Est-ce qu'il va battre le record des plaquages aux Six Nations? Ou est-ce qu'on va voir un peu de magie par
Garbisi ou un peu de fun de Finn Russell. Donc j'ai aussi noté que le 9 Varney, il me semble, 9 italien qui était remplacé par un adulte qui s'appelle Brayley, qui est aussi marqué un essai. Donc, il fait beau à Rome. Il est 10-19 à la mi-temps. Il y a l'Écosse qui est en tête grâce au centre, Chris Harris, qui a marqué 2 essais déjà. Je vois un hog qui est très en jambes et c'est Darcy Graham, le petit Darcy Graham qui marque 26-10. Il y a l'entrée de Capuzzo de Grenoble qui a l'air d'avoir 15 ans. L'Italie a l'air un peu faible vers les 60 minutes. Et puis c'est Ali Price qui attend, qui feinte et il trouve un trou dans la défense d'Italie qui est tellement grand qu'il y a 6 Écossais qui le prend avec lui. Il galope 20 mètres avant de faire un passe magnifique à Stuart Hogg pour l'essai, 33-10. Ça réveille quand même un peu des Italiens, surtout leur géant numéro 8. Tous à 10 mètres et de l'embut écossais. Et c'est le jeune Capuzzo qui marque un essai vraiment mérité. On est 33-17. Et Théo, tu vas être content parce que tous les deux, les Italiens et les Écossais, ils ont un Stein. Il y a le rappeur Luca Biggie est de retour. L'ancien capitaine, il a failli marquer son essai à lui. L'Écosse échappe et Watson s'est porté le ballon un peu aussi. Les dernières 10 minutes sont assez sympas à voir, du grand n'importe quoi, mais j'étais au bout du canapé. Andiamo Italia sur mes lèvres. Italie marque un super essai à 82 minutes, signé encore par le jeune Capuzzo, bientôt au Stade Toulousain. 22-33, c'est l'Écosse qui gagne, mais c'est vraiment sympa comme deuxième mi-temps. Ça m'a donné la banane. Oui, que serait le rugby sans les Stein dans les équipes? On peut s'interroger, effectivement. Oui, la banane, voilà. 33-22 avec un 33-10 à un moment, donc c'est-à-dire quand même pas de suspense sur ce match. 36e défaite d'affilée pour nos amis italiens. En revanche, on voit qu'ils ne renoncent pas. Qu'ils ont la manière et qu'ils ont de l'avenir, puisque ce jeune Ange Capuzzo, qui est effectivement un Français, dont le père est italien d'origine, qui joue à Grenoble, qui a été pisté par le Stade Toulousain, il a des appuis de folie et on voit bien que le Stade Toulousain ne s'y est pas trompé. Donc peut-être que ça pourrait être la pépite associée à Garbisi en numéro 10. Quand on a un grand numéro 10, un grand numéro 15, et puis ils ont quand même quelques joueurs devant qui sont à la hauteur, on a peut-être de quoi poser les bases d'une future équipe compétitive, mais que c'est dur, 36 défaites d'affilée, Thierry. Comment on peut survivre à ça? C'est très, très dur. Mais c'est beau, mais c'était beau. Moi, franchement, j'ai adoré. Je trouvais ça vraiment chouette. Et en plus, à la fin de ce match-là, il y a un joueur italien qui a demandé sa copine mariage, tu vois. Donc, c'était que de la beauté. Les Italiens sont d'incorrigibles romantiques, Thierry. Et ça, on ne pourra pas leur enlever. Plus que les Français, alors. Bien sûr, évidemment. Et voilà. Bon, on va aller au dernier match du week-end. Donc, c'était l'Angleterre-Irlande à Twickenham. Donc, démarrage avec 2 anthèmes nationaux incroyablement bof, je trouvais. Il y a Sexton ça va être sa dernière Six Nations qu'il est là. Ça démarre très vite avec un low de l'Irlande, l'ailier, qui court dans son couloir. Le deuxième ligne, James Ryan, s'est mis KO, tête contre tête, carton rouge à 1 minute. C'est Charlie Ewells, le coupable. Donc, ils vont jouer à 14 pendant le reste du match des Anglais. 3-0 pour Irlande. J'ai noté que le 9 English, il est pas mauvais, il s'appelle Randall, mais c'est vraiment Lowe qui est le star du show. C'est le Penaud Irish qui marque le premier essai, 8-0 à 6 minutes, et je pense que je vais aimer ce match. Eddie Jones a l'air triste, Farrell se régale. Grand moment vert, ils déroulent leur attaque. Le 8, Doris démonte le pauvre numéro 9, Randall, pour marquer le deuxième essai, mais essai annulé grâce à Itoge. Les Anglais arrivent à relâcher la pression, en pénalité. Lowe fait encore une autre course de 30 mètres, mais les Anglais sont venus pour gagner. Le numéro 8 anglais démontre Lowe. Penalty pour les Anglais, on est sur les 5 mètres Irish. 2 minutes de folie en avant pour les Anglais. Et les Irlandais sont très vite, ils ont remonté le ballon dans le camp anglais. Mais les Anglais sont chauds, surtout en mêlée. Les Irish font des fautes, c'est dommage. Marcus Smith n'arrive pas à capitaliser sur la première pénalité, mais le deuxième passe, 8-6. Itoge est omniprésent. Joli essai par le 15 Hugo Keane qui avait un sacré match, mais les Anglais chopent le coup d'envoi et poteau entrant sont en pénalité, 15-9 pour le mi-temps. Démarrage deuxième mi-temps, grosse percée par Lowe encore, mais en avant à 5 mètres. Même chose 3 minutes plus tard, et chapibelle les Anglais. La mêlée anglaise est quand même fort, même avec un 11 qui joue 7. Le swing low sweet chariot remplit le stade. On sent que quelque chose est en train de passer côté anglais. Pénalité récupérée et marquée par Marcus Smith, 15-12. Sexton a attrapé un chandal et il est mangé tout cru par Itoge. Encore lui.
C'est la stratégie des Anglais. On tape un bon chandelle et on détruit le mec en vert qui l'attrape. Et ça marche, car les Irish sont maintenant sous pression. 15-15, et ce match est comme son public, chaud, chaud, chaud. Magnifique 50-22 des Irish. On est sur la ligne de 5 mètres anglais. Il faut que ça marque. Pénalité, et heureusement, Parker Stewart, le 15 anglais, a pu marquer un contre. 18-15 à 65 minutes, on est loin d'être fini. Joe Marler entre avec son coupe de cheveux magnifique. Grosse percée de Doris, mais en avant. Ça joue vite, on est de retour dans les 22 anglais après encore de l'eau. Conway est presque, et c'est Jack Conan qui marque 25-15. Ils ont brisé le dos des English. Penalty vert, encore de l'eau qui perce. Essaye pour un espèce de dreadeux, un Bilham avec un coupe de cheveux. J'ai pas le mot en vocabulaire en français pour expliquer ça. 32-15. Ça s'appelle des cornrows pour les intéressés. On reste là. Irlande gagne et tout le monde est content. Tout le monde est content, oui, sauf les Anglais quand même, hein, parce que là, je pense que Sweet Low, Sweet Chariot, rien du tout. C'est un scénario cruel, mais dont finalement la pièce maîtresse du scénario s'est jouée à la première minute. Donc, Ewells, faire une faute comme ça au niveau international maintenant et se prendre un carton rouge après 1 minute dans un match à enjeu, c'est inacceptable. Donc, le gars n'a pas encore compris que c'est de la responsabilité du défenseur de s'occuper de la santé et de la protection des attaquants qui arrivent et sur lesquels ils viennent défendre. Donc on ne peut pas monter au plaquage avec la tête en l'air vers la tête du mec qui arrive. C'est juste pas possible. Donc malheureusement, le carton rouge, il y avait absolument pas de discussion possible. Mais les 10 dernières minutes, si les Anglais ont craqué comme ça, c'est juste parce qu'ils ont joué à 14 pendant 70 minutes. Donc, c'est extrêmement difficile, je trouve, et extrêmement cruel pour les Anglais. C'est dommage, parce qu'on aurait aimé avoir un mano à mano qui soit à égalité. Je trouve que les Anglais, en dépit de cette expulsion, ont fait un match quand même très costaud, parce qu'ils n'ont craqué qu'à la toute fin. Genge a bouffé Furlong, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Tag Furlong se faire déglinguer comme ça en mêlée fermée. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, Antonio, qui est quand même pas l'assurance tout risque en mêlée fermée, il va falloir faire vachement attention, parce que là, je pense que le paquet d'avant des Anglais qui a complètement rivalisé à 1 de moins pendant 70 minutes avant de craquer, a emmagasiné énormément de confiance. Les Français, notamment en touche, n'ont pas été très sereins à Cardiff. Donc, ça veut dire que la conquête, et c'est ce que savent mieux faire les Anglais, no scrum, no win, on le sait, la mêlée et la touche, ça va être sanglant le week-end prochain. Et moi, je trouve que on est content. Oui et non. Je pense que les Anglais sont vexés, ils sont piqués au vif. Et honnêtement, moi, je suis un joueur anglais aujourd'hui. Quelle manière de me rattraper la plus géniale de cet échec-là, de leur première défaite inaugurale contre les Écossais, que de venir taper les Français au Stade de France et de les empêcher de faire le Grand Chelem. Imagine la motivation dans les têtes des Anglais. Ça va être énorme. Donc, je pense que le match de la semaine prochaine, sur l'intensité et sur la compétitivité entre les deux équipes, ça va être vraiment quelque chose. Bah, je savais que tu allais être content, parce que tu parles toujours de l'envie que l'autre équipe soit bon en face. Et là, c'est vraiment le meilleure équipe de l'Angleterre qu'on a vu dans toutes ces 6 nations, en fait. Au moins, celle qui a joué avec le plus d'émotion, le plus de corps. Oui, absolument. Et puis, ils ont quand même, effectivement, tu parlais de Randall, qui est un demi-de-mêlée, qui est maintenant le successeur de Ben Youngs. Et Ben Youngs rentre en fin de match, qui reste un joueur incroyable. Mais Randall, c'est un sacré joueur. C'est un feu follet. C'est un garçon assez imprévisible, qui aime jouer vite les ballons, etc. Enfin, c'est un joueur très dangereux à surveiller. Alors, il n'est pas aussi costaud que Dupont, mais je pense qu'il est vraiment très fort. Et puis le paquet d'avant, Itoje, bon, tu l'as dit 12 fois dans ton résumé, parce qu'on a l'impression qu'il y en a plusieurs sur le terrain, en fait. Il est incroyable, ce mec. Il est incroyable de présence, et c'est un poison. C'est-à-dire qu'à la fois, il est bon en l'air, il est bon dans des phases statiques, il est bon partout, et en plus, t'as l'impression qu'il a toujours une main sur le ballon, quoi. Ouais. Et il est toujours en train d'emmerder les autres, que ce soit dans les mauls, dans les mêlées ouvertes et tout, c'est fou. Et je pense qu'il y a au moins 3 fois qu'il a empêché un essai quelque part. C'est un truc de dingue. Comme il est juste, c'est vraiment un joueur incroyable, ce gars-là. Ouais, il est hallucinant. L'autre point noir pour l'Angleterre, quand même, c'est la blessure de Tom Curry, parce que
il avait visiblement une vilaine blessure, à mon avis, plutôt musculaire. Il est sorti en boitant bas relativement vite aussi. Il a été remplacé à la 15e. Donc, à mon avis, il sera pas là la semaine prochaine. C'est souvent quand même, lui, un régulateur pour cette équipe. Tant mieux pour les Français, mais pour les Anglais, ça va être... voilà, c'est une perte. Et puis, sur tout le reste, on a déjà beaucoup dit. C'est une équipe ultra solide, qui fait pas trop rêver, qui a des belles individualités, et je ne comprends pas trop ce que fout Eddie Jones, qui a l'air de cire un peu, qui regarde ça on n'a pas l'impression qu'il est dans le truc. Alors il cache très très bien son jeu, Eddie Jones, mais s'ils perdent là contre les Français qui font le Grand Chelem, etc., à 1 an et demi de la Coupe du Monde, je trouve que la question se pose quand même autour de ce sélectionneur qui n'a pas réussi à remettre cette équipe dans le sens de la marche depuis la Coupe du Monde. Attendons de voir le résultat de la semaine prochaine. Ça va être intéressant. Mais ce qui est sûr, on va voir des chandelles après chandelles. Déjà, le match contre Pays de Galles, c'était coup de pied après coup de pied. Et en fait, ils sont hyper bons, ces chandelles-là, parce que franchement, Irlande, ils étaient toujours sous pression. En plus, leur 15, Stewart, il est énorme. Je parle de la taille du mec, mais il devrait être pas mal de quoi, 1m96 ou un truc comme ça. Ouais. Il est très costaud, et c'est vrai que surtout quand tu es en infériorité numérique, tu as envie de pousser les autres à la faute, parce que tu sais que ton intérêt, c'est plutôt de les bloquer de façon défensive, de les pousser à la faute, de leur faire des bêtises à eux, et d'avoir des ballons de récupération, parce que tu as à 1 de moins peu les moyens de remonter le terrain et d'aller chercher des brèches, etc. Donc, à plus forte raison, ils ont abusé de ce jeu au pied haut, mais de toute façon, ils savent très bien qu'on a un jeune arrière français qui est parfois fébrile sur cet exercice, qu'il l'a montré 1 ou 2 fois, même si là, il a été très bon contre les Gallois. C'est sûr qu'il va passer l'après-midi sous les ballons au Jaminet, oui. Ouais, en espérant c'est pas UTG que l'accueil quand il descend quand même, parce que ouf, ça devrait faire mal. Bah écoute, ça va être super intéressant, parce que quand même maintenant on a une équipe de France qui ressemble un peu plus à une équipe anglaise, qui s'est marquée vite, qui sont solides devant, qui ont pas peur, qui aiment bien frapper vite et dur, et qu'ils adorent la défense. Ils ont énormément de confiance dans leur défense, la France, je trouve. Et donc je les vois aux égaux, tu vois, ces deux équipes. Je pense que dans les médias partout dans le monde, ils vont dire que la France est favori, mais bon, je pense que toujours la France contre l'Angleterre, il y a toujours ce petit doute. Donc j'ai hâte de voir ce match-là, et vraiment c'est on va dire c'est quelle personnalité de la France va nous montrer en fait. La clé de ce match, elle est essentiellement psychologique. Ce sont 2 très grandes équipes, avec en tout cas des très grands joueurs des 2 côtés. Une qui est en train d'enchaîner les succès, mais qui a tout à perdre. Les Anglais viennent là, ils n'ont absolument rien à perdre. Donc pour eux, d'une certaine manière, s'ils perdent, c'est normal, tout le monde l'a dit, que les Français étaient favoris, que c'était leur année pour le Grand Chelem, que Dupont est le meilleur joueur du monde, ils sont dans une phase de reconstruction. Ils n'ont pas d'emmerde s'ils perdent. S'ils perdent, les Français, c'est vraiment l'occasion ratée qui va faire douter tout le monde. Donc, ils ont une énorme pression, et c'est ça qui fait que ce match est absolument génial à voir samedi prochain. Donc, que vous aimiez le rugby ou pas, il faut voir ce match samedi prochain, les gens. Voilà, ma photo là. Écoute, cette semaine prochaine, il faut aller mollo sur les bières au début, parce que là, ça commence à 15h15 et ça finit. Le autre match, c'est à 21h. Donc, va pas au pub à 15h15 pour regarder Pays de Galles, Italie. Sinon, vous n'aurez pas pas l'endurance pour regarder le match à 21h. Ouais, voilà, parce qu'après, c'est Irlande-Écosse, et ça devrait être quelque chose quand même. C'est à 17h45, celle-là. Je pense que là, ça va être sympa, ça va être chaud ce match-là. Je pense que l'Écosse, ils ont envie de montrer quelque chose quand même. Et Irlande, ils ont envie de bien finir, parce que s'ils gagnent ce match-là, tout dépend sur nous, en fait, si on gagne notre match à nous. Absolument. Donc, Irlande peut gagner les 6 nations. Et là, la vérité, quand même, la vérité de ce match-là, c'est que, à la limite, le titre sur les 6 nations importe peu, je trouve. Ce qui est important pour les Français, c'est pas de gagner le 6 nations, c'est de faire le Grand Chelem en battant les Anglais à domicile, et accessoirement de gagner le 6 nations. Tu vois, pour moi, là, la cerise est plus grosse que le gâteau, et gagner le tournoi des 6 nations au point en perdant contre les Anglais samedi, ce serait complètement désolant, et ça aurait une saveur extrêmement amère pour les Français. Donc, ne nous trompons pas, l'objectif n'est pas de gagner le tournoi des 6 nations, l'objectif est de battre les Anglais.
et ce sera un effet de bord positif de gagner les 6 nations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends tout à fait, mais t'es à bloc, j'adore. Hein. Ah, je suis à bloc, mais bien sûr, je suis à bloc. Bah écoute, on est tous à bloc avec toi, mon Théo. Allez, encore un peu de nouvelles rugby. Donc, les U20, ils ont gagné contre Pays de Galles 47-15. Donc, ça veut dire qu'on est deuxième dans ces 6 nations. Donc, le dernier match, ça va être contre les Anglais, comme chez les grands. Allez, rapidement, le top 14. On a eu Charles Olivon de retour sur le terrain. Donc, ça nous fait plaisir contre Montpellier. Malheureusement, Toulon a perdu. On n'a pas encore vu le retour de Arthur Vincent, par contre. Non, oui, encore blessé a priori, Arthur Vincent. Ouais, un joueur que j'aime beaucoup. Quelques mots encore sur d'autres équipes. Bonne nouvelle, c'est Georgia. Ils vont dans la Coupe du Monde, donc on est très content pour eux. Et aussi, il y avait un grand match ce dimanche. C'était Portugal contre l'Espagne pour le droit d'aller dans la Coupe du Monde. Et c'est nos voisins, l'Espagne, qui ont battu Portugal 33-28. Oui, alors on est d'autant plus désolé pour nos amis portugais qui nous écoutent. On a des auditeurs, je le redis, portugais au pack de potes et malheureusement les loups du Portugal ne seront pas à la Coupe du Monde 2023 en France, mais on est content pour les Espagnols. Ça fait quelques années que ça frémit le rugby en Espagne, qu'il y a des bons joueurs, et je fais aussi un petit coucou à Carlos, mon copain qui avait joué pour les couleurs de l'Espagne, qui doit être très content. Et on a aussi des écouteurs en Espagne, mon Théo. Ah tu vois, tu me l'apprends, mais j'en suis absolument ravi. Allez, et si vous êtes à Toulouse ce week-end, il y a Algérie qui joue contre Côte d'Ivoire. C'est un match amical pour préparer pour les derniers matchs de qualification pour le Coupe du Monde qui va être en juillet. Oui, et puis c'est vrai Thierry, on parle pas toujours que de rugby dans ce podcast. On aime bien aussi analyser la psychologie dans d'autres sports, surtout. Alors, on fait pas d'extra sportif, mais parfois on va se balader au sport US. On avait dit un petit mot sur le tennis il y a pas très longtemps, et Rafael Nadal a encore montré le champion absolument incroyable qu'il est, puisque hier à Indian Wells, il a passé le 2 ou 3e tour, je sais plus, contre Sébastien Corda, qui n'est autre que le fils de Petr Korda, qui jouait dans les années 90 et 2000. Il était mené 5-2, donc double break de retard au 3e set, par un gamin qui a 16 ans de moins que lui, grosso modo. Eh bien, il l'a retourné, il a gagné ce match et il a enchaîné sa 16e victoire d'affilée depuis qu'il a repris la compétition. Et il doit avoir 36 ans, Rafael Nadal, et ça continue de montrer à quel point le mental peut faire des miracles dans le sport. Et je pense qu'on pourrait peut-être proposer de solliciter Rafael Nadal pour aller un petit peu donner des leçons de mental et de gagne aux joueurs du PSG qui ont réussi à aller perdre à Madrid en ayant gagné à l'aller 1-0, plus mener, dominer et arriver à se prendre 3 buts en un quart d'heure en s'effondrant totalement psychologiquement. Donc là, il y a une double leçon. Le management de cette équipe est une catastrophe et une honte pour le sport. Quand on met autant de moyens pour faire à ce point n'importe quoi et qu'on est à ce point la risée de son sport, il faut vraiment se poser des questions. Et c'est vraiment un coup de gueule sur le ballon rond, parce que moi, je suis pas un dingue de foot, j'aime bien ça. Je suis plutôt historiquement un supporter du PSG. Mais là, ça devient impossible. Ça devient impossible. Et moi, j'étais partisan du fait qu'Mbappé allait probablement rester. Je lui dis, ne reste pas. Il faut tout réinventer. Il faut repartir en 2e division avec le PSG, réinventer une aventure, aller chercher des gens qui croient en quelque chose et arrêter ce cinéma. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. C'est le ballon rond, c'est le soccer, c'est ça? C'est ça, c'est le soccer. Bon, merci à tout le monde de nous écouter pour cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, parce qu'il y aura des petites surprises de Alban sur notre Insta, sur les stories. Très bien. Eh bien, merci mon cher Thierry. On salue tous nos auditeurs, notre Charlie qui est du fond de son bus, notre cher Alban qui nous a fait un coucou de Cardiff aussi. Et puis, n'oubliez pas de nous mettre des likes sur tous les supports et tous les endroits où vous avez accès à notre podcast. On est toujours content d'échanger avec vous. Oui, merci pour les jolis retours. Et oui, si vous êtes sur Twitter, c'est Charlie qui va répondre. Si vous êtes sur Instagram, c'est moi ou Alban. Et Facebook, c'est notre cher Théo. Donc, vous pouvez nous dire un petit coucou sur tous ces réseaux-là. Allez, super semaine à toi et à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine, après le gros match du tournoi qu'on attendait tous. Merci à tous les acteurs de nous avoir permis d'espérer voir le match de l'année. Allez les bleus. Bye.